Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir sollicité mon organisation syndicale pour participer à ce colloque. Et puis, en entendant vos derniers mots, Monsieur Boulanger, je me suis dit que ça me rappelait furieusement une discussion avec l'un des conseillers du ministre de l'Éducation nationale en 2022, Pape Ndiaye, puisque j'avais été appelée pour m'informer que le ministère allait autoriser les familles à garder les enfants à la maison dans une phase de canicule. Et je lui avais répondu, quand même, il serait bien que dans notre pays, un jour, on dise l'inverse. On dise aux familles, en phase de canicule, les écoles sont un refuge parce qu'il y a des logements qu'on ne peut absolument pas refroidir. Je pense à des logements HLM orientés plein ouest, sans volets, avec des baies vitrées, certes sympathiques en hiver, mais qui deviennent une fournaise en été. Et qu'il est quand même dommage que dans notre pays, la meilleure manière de trouver de l'air frais en phase de canicule, ce ne sont pas les établissements scolaires, mais sans doute d'aller au cinéma ou dans un centre commercial. Donc je disais déjà ça en 2022, et je pense qu'on y est toujours. La semaine dernière, j'ai encore été alertée par des collègues qui, après avoir fait passer une journée d'euro de BTS dans un établissement scolaire, avaient manqué de défaillir en fin de journée, tant il faisait chaud dans des salles d'examen dans lesquelles l'air en plus était peu renouvelé. Et puis, dans mon organisation syndicale, on syndique aussi des personnels de la recherche. Et dès le début du Covid, et non pas dès le confinement, mais avant le confinement en France, nous avions fait le choix de solliciter des adhérents et adhérentes chercheurs et enseignantes-chercheurs dans le domaine de la santé et de l'épidémiologie, et notamment Dominique Costagliola, que je salue de nouveau, pour nous aider à comprendre ce qui se passait et appuyer notre cahier revendicatif en phase Covid, non seulement sur les retours que nous faisaient les personnels de l'Éducation nationale sur leurs conditions de travail, mais aussi sur les premières connaissances et les interrogations scientifiques. Et à partir du moment où il a été clair que la transmission était par voie aérienne et par aérosol plutôt que l'hypothèse initiale d'un virus manuporté, nous avons très vite interrogé nos ministères de tutelle sur les mesures à mettre en œuvre, parce que nous savions d'expérience que dans beaucoup de lieux de travail, la qualité de l'air était médiocre. Notre suivi des enjeux de santé et sécurité au travail nous ont amenés par le passé à travailler sur les pollutions à l'amiante, mais aussi aux solvants, à accompagner des équipes scolaires dont les établissements scolaires étaient fermés, à proprement parler du jour au lendemain, à partir du moment où des mesures de qualité de l'air faisaient état de remontées de solvants très importantes dans les locaux scolaires. Je pense par exemple à un collège de la commune de Vincennes qui a été construit sur un ancien site industriel et la pollution remontait de manière assez forte. Et ce collège a fermé, il n'a toujours pas rouvert et on a installé, il est vrai en très peu de temps, une structure temporaire mais qui dure pour accueillir ces élèves et les personnels. Nous constations aussi depuis de nombreuses années que nous sommes souvent dans des salles de classe dans lesquelles il est à peu près impossible d'ouvrir correctement les fenêtres. Moi, j'ai longtemps enseigné dans un établissement qui a été rénové depuis, mais à l'époque où j'y enseignais, la plupart des fenêtres étaient condamnées parce que les huisseries étaient tellement abîmées qu'elles menaçaient de tomber sur les personnels ou sur les élèves quand nous les manipulions, donc c'était tout à fait impossible d'aérer. Ailleurs, parfois, et pour des raisons de sécurité qui s'entendent tout à fait, les fenêtres ouvrent en oscillobattant, soit très peu, soit une hauteur qui ne permet pas une manipulation facile par les personnels. Et du coup, là aussi, on ne peut pas aérer correctement les salles de classe. Quant à la présence d'un éventuel système mécanique de renouvellement de l'air intérieur, elle est absente de la majorité des locaux d'enseignement que j'ai pu fréquenter ou de ce qui nous remonte de nos adhérents et adhérentes. Donc nous le savions parce que nos équipes syndicales intervenaient déjà sur ces questions, en particulier dans les phases caniculaires ou des épisodes de chaleur, et aussi parce que nous avons de nombreux témoignages depuis longtemps de collègues qui nous disent, notamment dans les académies du sud de la France, que de plus en plus tôt chaque année, il devient très difficile d'enseigner correctement aux enfants parce que la priorité, c'est de les hydrater, de les rafraîchir comme on peut. Et les collègues s'organisent, les professeurs des écoles s'organisent par exemple pour aller dans les écoles très tôt le matin, à l'heure où ça a du sens d'ouvrir les fenêtres, puisqu'à un autre moment, il faut les fermer complètement. Et là aussi, on a une autre difficulté, en tout cas pour la chaleur, c'est qu'on ne peut souvent pas occulter les fenêtres. Il n'y a pas de volets extérieurs qui permettent de le faire. Et donc, les équipes s'organisent du mieux qu'elles peuvent, mais elles ont parfois de la colère à recevoir du ministère, des consignes qui sont parfaitement légitimes, mais parfaitement inapplicables. Et ça a été le cas pendant le Covid, et c'est ce qui nous avait amené aussi à un moment
a déposé une alerte sociale en décembre 2021, puis à faire grève en janvier 2022 parce que la mise en œuvre des préconisations, toutes légitimes qu'elles soient, rendait la vie infernale parce qu'on refusait certaines adaptations par ailleurs. Et ça se produit en fait à chaque phase caniculaire. Donc nous, notre action, elle s'est portée évidemment dans le cadre des instances de dialogue social formel, dans des échanges aussi plus informels avec le ministre et son cabinet, parfois des échanges tendus, il faut le dire. Il a été rappelé avant moi que ça avait quand même été compliqué de faire entendre certaines données scientifiques à notre ministère et l'impact et les conséquences qu'il fallait en tirer. Et puis, on a manqué dans cette période d'un espace qui s'appelait l'Observatoire national de l'accessibilité et de la sécurité des établissements scolaires, qui aurait permis peut-être d'élaborer et de co-construire avec les représentants des personnels, mais aussi avec les représentants des parents d'élèves, la manière d'adapter le système éducatif à l'impact du Covid et d'en tirer ensuite une politique structurée pour la suite, parce que le problème de la qualité de l'air, et vous l'avez montré, dépasse la seule question des virus, et on avait bien vu aussi les études sur les impacts cognitifs. Or, depuis, de mon point de vue d'élu du personnel, je regrette qu'il ne se passe pas suffisamment de choses. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup attendu des annonces du président de la République sur un grand plan qualité de l'air intérieur. Et force est de constater qu'on n'en voit pas forcément la couleur dans un grand nombre d'établissements scolaires. Et donc nous, on appelle toujours, on intervient toujours régulièrement auprès des ministères pour demander aussi un partenariat dans la durée, pluriannuel, parce qu'on ne pense pas que les choses vont pouvoir se faire du jour au lendemain, entre l'État et les collectivités locales, et un partenariat loyal pour que progressivement on avance et qu'on améliore la situation en commençant par les endroits les plus critiques. Et c'est intéressant dans ce colloque de voir qu'il existe des études récentes sur le sujet dont on va nous s'emparer pour faire levier, essayer d'obtenir que les choses bougent et qu'une planification réelle soit construite et se mette en œuvre, parce qu'il en va des conditions de santé des élèves, des personnels, tous les personnels qui exercent dans les établissements scolaires, mais aussi, vous l'avez dit, des capacités d'apprentissage, des conditions d'apprentissage des élèves. On peut se dire aussi que les enseignants et les enseignantes sont donc exposés aussi aux polluants et aux virus, n'accèdent pas à une vaccination gratuite contre la grippe, n'accèdent pas à une vaccination contre la grippe organisée par leur employeur. Cela génère aussi des absences d'enseignants et une perte de temps d'enseignement. Et désormais pour les enseignants aussi, et pour les assistantes éducatives et les AESH, une perte de rémunération conséquente depuis que le gouvernement a décidé de réduire l'indemnisation des congés maladie. Donc les agents payent sur leur denier personnel des maladies dont on pourrait très vraisemblablement établir qu'elles sont d'origine professionnelle, ce qui pour nous est tout à fait inacceptable et scandaleux. Je vous remercie.